c'est parti. Et donc, Olivier, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, Olivier. En quelques mots, moi j'ai fait 15 ans d'achat. Je suis issu de formation achat, comme de la même. On est quatre du coup là autour de la table à avoir fait le DESMA et Grenoble il y a quelques années, une vingtaine d'années pour moi, et j'ai travaillé pendant 15 ans dans les achats dans l'industrie automobile, qui sont un monde où les notions de confrontation, de compétition, d'optimisation sont quand même très 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 présentes. Et la chance que j'ai eue sur les premières années, et sur les premières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et que j'ai essayé de poursuivre derrière, c'est de se dire, dans un monde plutôt de compétition et assez agressif, comment on met de la coopération, comment on met de l'engagement à long terme avec nos fournisseurs. Et dit différemment, on fait quoi? On se bat pour les miettes d'un petit gâteau ou on apporte chacun nos ingrédients pour créer de la valeur et en vivre les uns les autres. Donc c'est ça. Et ce qui m'a emmené en fait en 2020 à quitter ce monde-là pour me former à l'intelligence collective, donc former au coaching dans l'idée de se dire, mais j'ai touché du doigt à ce que c'était que la facilitation, l'intelligence collective en interne aux organisations. Je suis convaincu du potentiel et de la puissance de ceci dans les relations clients-fournisseurs et j'ai envie de le mettre en œuvre. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ça, c'est un retour d'expérience qu'on a pu faire sur un projet de 3 ans, euh, que je ne dévoile pas plus là, puisqu'on aura du temps juste après. Merci, Olivier. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est que pour qu'on soit ensemble en fait dans cette conférence, que ce soit pas descendant, c'est de prendre un temps en fait, ce qu'on appelle l'inclusion en facilitation, pour ceux qui sont pas familiers donc de cette méthode de facilitation. Et donc, on a deux questions à vous poser, et donc chacun prendra la parole pour répondre à ces deux questions. Pourquoi vous êtes là en fait? Quelle est votre motivation aujourd'hui à suivre cet événement? Et puis, quel est votre vécu ou ressenti sur sur la relation pardon, client-fournisseur? Et puis, si jamais vous n'avez pas d'expérience ou de ressenti, c'est sur la relation peut-être avec des partenaires internes ou externes quand les enjeux sont parfois compliqués ou complexes. Voilà, quel est votre vécu? Donc, celui qui est prêt prend la parole et commence. Bon, je peux commencer s'il vous plaît. Je pense que j'ai le moins d'expérience dans cette visio, mais alors moi je suis là aujourd'hui parce que je prépare un sujet de mémoire pour l'école et donc j'ai commencé un stage en entreprise au sein du groupe Fournier qui est situé à Annecy il y a maintenant plus d'un mois et demi. Et avant de formuler mon sujet, ma problématique de mémoire, je voulais avoir un petit peu de recul sur l'entreprise et donc voir un petit peu les process de la boîte, comment ça fonctionnait, comment les équipes achats notamment fonctionnaient. Et du coup, je me suis rendu compte qu'une problématique était présente dans l'entreprise, c'est qu'ils n'avaient pas de visibilité sur leurs fournisseurs de rang 2, malgré le fait qu'ils avaient instauré une relation de partenariat un petit peu avec tous leurs fournisseurs, donc notamment en déployant le label Relation fournisseur achat responsable. Et donc, même si j'ai pas d'expérience professionnelle dans les achats encore, ce mois et demi d'entreprise m'a fait prendre conscience que les enjeux et les partenariats, que ce soit avec nos clients internes, enfin la communication qu'on doit établir avec nos clients internes et nos fournisseurs est très importante. Et je pense qu'il y a plein de questions à soulever et plein de réponses à trouver surtout. Donc je trouvais ça intéressant d'être là aujourd'hui et d'avoir le ressenti et le retour d'expérience de plein de professionnels. Voilà. Sentez-vous libre de prendre la suite. Eh ben, je vais prendre la suite. Allez. Alors, moi, je démarre un poste de facilitateur en termes d'amélioration continue, pour lequel il y a des équipes en interne qui, on va dire, manquent de fluidité, de coordination, et du coup, c'est un petit peu, c'est tendu, et du coup, ça délivre pas forcément suffisamment de valeur avec le rythme qui nous incombe aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, on souhaite vraiment créer un partenariat avec nos fournisseurs. On les anime sur leur qualité de service et de livraison. Et puis, quelque part, on a besoin de travailler
lorsque le fournisseur n'est pas au rendez-vous, il y a quelque chose qui est, oui, mais dans la manière dont on adresse nos demandes et dans la manière dont il est en capacité d'exécuter, il y a une histoire à se raconter collectivement et comment on peut se la raconter collectivement pour, au service de la performance et de l'efficacité pour qu'on réponde à nos objectifs, nous, et eux aussi, finalement, euh, à leurs objectifs. Et donc, je suis intéressée par cet atelier parce que, en tout cas, il y a plein de belles promesses. L'objectif, c'est de pouvoir, moi, m'inspirer et de pouvoir mettre en pratique par rapport à la situation de mon entreprise. Voilà. Il y a deux personnes qui nous ont rejoints, n'ayant pas vos prénoms. Je ne peux pas Alors, faire Mathilde Joubert, voilà, Mathilde, Mathilde tu arrives à te renommer, ça peut être chouette. et B. Férial. Je ne sais pas quel est Alors, c'est votre prénom. Bénédicte. Bénédicte, très bien. Eh bien, bienvenue. On fait un petit tour de table pour faire groupe ensemble et être connecté à la thématique du jour. Allez, je veux bien prendre la suite. Ma motivation, c'est que effectivement, j'ai cette origine, ce background achat, comme Olivier ayant fait le DESMA, et j'ai, tout comme toi, Margot, voilà, été formée en tant que facilitateur de l'intelligence collective. Et je partage cette aspiration à mettre de la coopération dans un monde compétitif. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration de continuer à apprendre de ce qui se fait de positif dès aujourd'hui pour pouvoir le mettre en place. Et je suis convaincue, mon ressenti, c'est que sur la relation client-fournisseur, quand on arrive à mettre de la coopération, on est capable d'atteindre une collaboration à un niveau stratégique plus avancé et d'avoir des meilleurs accords quand on a vraiment cette aspiration commune. Donc voilà, comment arriver à le mettre en place, je pense que la facilitation peut être une des clés. Merci Sylvie. Je vais bien prendre la suite. Stéphane Thérault, pour ma part, je suis facilitateur indépendant depuis 7 ans. Alors, j'ai pas, enfin, mes attentes, elles sont en lien avec mon expérience. Je n'ai pas du tout d'expérience de la relation, enfin, dans le domaine des achats. J'ai travaillé dans l'industrie, dans les associations, dans une association, mais voilà, c'est pas vraiment lié à ça. En revanche, j'observe tellement souvent cette espèce de phénomène de concurrence entre soi qui démarre alors qu'on n'est même pas encore en train de parler d'affaires et de je ne sais pas quoi, et ça va très très vite. J'aime bien d'ailleurs dans le milieu de la facilitation, c'est qu'on est plutôt, je trouve, dans un état d'esprit d'entraide assez spontané, et ça, je trouve ça incroyablement confortable, logique avec la facilitation, avec l'intelligence collective, mais quand même super bon à vivre. C'est pas forcément si simple à 100%. Et dans d'autres endroits, des réseaux pro, par exemple, on n'est même pas en concurrence et pourtant, il y a déjà ce truc qui se crée entre soi. Et donc, si Olivier a ce partage d'expérience de faire travailler des gens ensemble plutôt que de les faire se regarder en chien de faïence et se faire des croche-pattes, je kiffe. Merci Stéphane. Marion, si vous voulez, je vous propose de prendre la parole. Moi, je suis responsable achat. J'ai connu cette période Covid assez lourde en termes de relations fournisseurs et surtout de risques fournisseurs sur les approvisionnements. Et l'année dernière de la formation d'ESMA, on sent bien que voilà, les relations clients-fournisseurs ont énormément évolué ces dernières années de par l'importance que l'on crée des partenariats. Et au-delà de la facilitation avec les fournisseurs, c'est aussi comment en interne, avec les clients internes ou les services associés, on arrive à faciliter les échanges là où les services achats sont pas toujours pleinement attendus ou compris par les autres services. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci Marion. Oui, je vais prendre la suite du coup. Donc, je suis coordinateur des achats responsables pour Haute-Savoie Habitat, donc un bailleur social, donc en Haute-Savoie comme son nom l'indique. Et du coup, donc c'est pareil, j'ai un background plutôt orienté achat. Et pour moi, c'est vraiment sur les deux axes notamment qui viennent d'être évoqués.
parce que j'ai pas mal de clients internes différents que j'accompagne sur la réalisation de leurs achats. Et là, pareil, avec la particularité qu'on est soumis au marché public. Donc, comment incorporer voilà, le fait que le cahier des charges, etc., soit écrit en avance et que la majorité des besoins sont complètement définis et ne bougent pas forcément ou d'une certaine manière pendant l'exécution du marché. Comment incorporer justement cette facilitation et cette construction de relations fournisseurs qui est quand même assez cadrée dès le départ et qui nous laisse, on va dire, moins de liberté que sur certains aspects du privé, on va dire. Je peux prendre la suite. Moi, ma motivation à l'événement, bah, c'est clairement de promouvoir la facilitation et tout ce qu'elle peut permettre au sein des organisations. Et mon vécu ressenti sur la relation client-fournisseur, bah, c'est mon expérience quand justement j'étais dans l'industrie agroalimentaire et que j'interagissais avec les acheteurs de nos produits. Et c'est des relations très complexes. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai quitté la grande distribution, parce que c'était contre mes valeurs de ne pas réussir à travailler ensemble et conjointement. Donc je suis vraiment très curieuse de ce projet. Du retour d'expérience qu'Olivier va nous faire parce que voilà, je suis convaincue que bah, ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Et juste pour clarifier, vous étiez en position où vous travaillez avec des acheteurs parce que vous travaillez avec les acheteurs en interne de votre organisation ou vous étiez confronté à des acheteurs de vos clients? Bah, dans l'industrie agroalimentaire, nous, on vendait nos produits donc Ok, à la grande distribution, ouais, donc externe. d'accord, avec les acheteurs, donc avec vos clients. Ouais. Ok. Bénédicte, vous vouliez prendre la parole, il me semble, votre micro est ouvert. Oui, alors bah moi tout simplement c'est que je suis une pédagogue et je découvre la facilitation et je ne suis pas encore facilitatrice, je suis sur la voie de la certification et voilà, je voulais voir un petit peu bah, ce qui se passait un petit peu dans tous les domaines. Et toi, Margot? Bah, moi, c'est bon, j'ai parlé, moi. C'est moi Pardon. l'industrie agro, t'as peut-être pas l'écran. Et ouais, je me dis, mais qui? Alors, C'était il y a une moi. personne qui est Bon, arrivée après qui ouais, s'appelle il y a administrateur. Oui, Je ne sais administrateur. pas si cette personne est là pour se présenter, nous indiquer son nom peut-être. On verra. Et toi, Olivier? Et bah, moi, je vais rentrer directement dedans, probablement, parce qu'effectivement, je voulais un peu dire l'intro, mais pendant 15 ans d'achat, j'ai eu la chance de faire à la fois dans des environnements très concurrentiels, de la coopération. Et je propose qu'on rentre peut-être directement dans le sujet. Et on repart du principe que si question il y a, allez-y. On a un petit groupe, donc profitons du fait d'être un petit groupe. Et puis pour alimenter aussi des expériences des uns les autres. Margot, on avait préparé ça en amont. Tu n'hésites pas aussi à recadrer, à repréciser, etc. Et je vais essayer de ne pas jargonner, de ne pas être dans ni trop mon jargon de facilitateur, ni trop mon jargon d'acheteur. Donc si jamais je pars dans ces dérives et que vous ne me suivez pas, faites signe. Je vais partager mon écran. Hop. On vous entend de très très loin, administrateur. Je suis désolée de vous appeler comme ça. Moi, c'est Mathilde Joubert. D'accord. Vous m'entendez bien là? De très loin. Ok. Ben, je vais vous faire un chat. Mathilde, c'est toi? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Et bien oui, du coup, si c'est plus simple, mettez Ouais. dans le chat et puis. Ouais. Ok. Alors, partage d'écran, c'est fait ou c'est pas fait? Non, pas encore. Partage d'écran numéro 2. Donc, effectivement, je vais juste vous prendre 30 secondes pour vous avoir en visio aussi, s'il y a des réactions sur le deuxième écran. Donc, moi, je vous le disais, hop, j'ai 20 ans d'expérience dans la fonction achat, je suis facilitateur d'intelligence collective et coach certifié, ce qui est en fait pour les questions d'amener vraiment ces transformations culturelles, notamment de mode de compétition versus comment on passe de logiques de compétition à des logiques de coopération ou des logiques de coopétition
on va en parler, comment en fait des partenaires concurrents entre eux peuvent être amenés à collaborer. Le cadre de ce projet-là, en fait, le projet qu'on a lancé au départ, c'est un projet qui vise à permettre la diversification et la survie économique d'un territoire. Un territoire qui est la vallée de l'Arve, qui est la vallée qui est entre Chamonix et Genève, et qui est un territoire très industriel où il y a un métier particulier qui s'appelle du décolletage. On fabrique des pièces en métal. Et il se trouve que 60% du décolletage européen est fait sur ce périmètre de 20 km. Donc on a énormément d'acteurs qui sont en grosse concurrence entre eux. C'est des boîtes souvent un peu historiques qui se battent très fort entre elles sur des raisons de prix, parfois sur des marchés mondiaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver en concurrence avec le voisin d'en face pour livrer le marché unique pour 7 millions de pièces par an pour les 6 prochaines années pour Volkswagen. Donc vraiment des logiques de chacun pour soi, de compétition forte entre acteurs de la vallée. Et c'est un secteur qui est très dépendant de l'automobile, voire très dépendant du moteur thermique, voire très dépendant du diesel. En fait, c'est vraiment une zone économique qui est en difficulté, qui est en danger. Et il y a tout un pan de l'activité économique de la Haute-Savoie qui est très dépendante de ça. Et le départ de ça, c'est on a monté un projet, on allait voir Bercy pour avoir des fonds pour aider justement ces entreprises de la vallée de l'Arve, qui sont plutôt des PME, des PMI ou des petites entreprises, à travailler différemment avec leurs clients pour aller justement se diversifier. Et comment on a voulu le faire? C'est au travers, je vais parler au cours de ce webinaire de GRAP. Donc l'idée, c'était d'identifier un ou plusieurs clients finaux, clients tête de grappe de l'ensemble de ce secteur d'activité, et de monter un projet collectif où, au travers de cette grappe, avec une tête de grappe, les clients et les fournisseurs, on puisse identifier les nouvelles solutions, se diversifier, améliorer en productivité, en qualité, en délai, etc. Et derrière tout ça, l'idée, c'est de se dire comment on renforce en fait les partenariats entre les entreprises de la vallée qui sont plutôt en position de fournisseurs et leurs clients qui peuvent être dans le monde entier. Voilà. Et derrière, l'enjeu et l'aspiration que j'avais, je vous en parlais, c'est de se dire comment moi je suis convaincu qu'on doit transformer durablement les pratiques entre clients et fournisseurs. Donc c'était aussi moi une envie de se dire, bah voilà, on expérimente une nouvelle façon de faire dans ces relations clients-fournisseurs. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que nous, on est allé voir un certain nombre de directions achats de plein de groupes industriels qui potentiellement avaient des besoins de fournitures correspondant à la vallée. Et on a vu plusieurs, et là, je vais zoomer sur un client particulier qui se trouve être un client qui est également à proximité d'Annecy, donc pas très loin géographiquement. Et cette grosse entreprise industrielle suisse-allemande, dans une logique très. Je pense que les Annéciens, ils sont l'autre bout du lac, j'en dirai pas plus, vous l'aurez trouvé. Euh, qui était vraiment dans une logique de. On est des experts, on est très très bon techniquement. En plus, pour rentrer chez nous, il faut être gazard, ingénieur de telle école. Donc en termes de diversité, tout le monde est un peu dans le même moule. Et du coup, il y avait une culture très descendante, très pyramidale. La note pour l'illustrer, la note interne qui autorisait de ne plus porter la cravate pour les cadres datait d'il y a un an en arrière. Donc voilà, très la question de col bleu, col blanc est hyper marquée. Et puis on est des experts, donc vraiment dans une logique de on sait ce qu'on veut, on est les donneurs d'ordre, et ça c'est des termes achats qu'on entend encore souvent, et vous êtes des sous-traitants qui exécutent ce dont on attend. Et cette entreprise-là était dans une logique de se dire, en 2030, en fait, on a des telles perspectives de croissance, de diversification, qu'on fait l'état des lieux, que le panel fournisseur, donc l'ensemble des fournisseurs de décolletage, donc dans la vallée de l'Arve, en fait, ne suit pas. On n'arrivera pas à développer avec ces gens-là, pour différentes raisons, pour des raisons de performance de l'écosystème, et puis pour des raisons de la manière dont on travaille avec eux de manière descendante et un par un. En fait, on ne va jamais y arriver, on va se planter. Et donc l'enjeu, c'était de se dire, on est allé on allait voir, on a travaillé pendant plusieurs mois avec la direction achat pour aller vendre un projet à la direction du groupe, pour leur dire, bah voilà, il faut qu'on lance un projet de grappe où on va travailler collectivement avec les fournisseurs de la vallée pour changer les mentalités et résoudre et expérimenter des nouvelles façons de faire dans des logiques de coopération. Parce que c'est le seul moyen, en fait, pour nous. Et là, le directeur achat avec lequel on travaillait était très engagé là-dessus. C'était le constat, c'était le seul moyen d'arriver à réussir nos ambitions, c'était de changer de manière de faire. Ça, c'est des apports que vous pourrez retrouver aussi si vous allez voir le LabPIC, qui est un lab qui a travaillé pendant 15 ans sur les relations collaboratives clients-fournisseurs et que j'ai la chance d'avoir repris l'année dernière.
c'était un constat de se dire que dans le monde, allez, on va dire d'avant, les relations clients-fournisseurs étaient très tendues, étaient centralisées dans un couple, un acheteur, un vendeur, avec une logique d'entonnoir des deux côtés. Et l'idée, c'était vraiment d'optimiser, d'optimiser, d'optimiser. Et ça, alors c'est bien, on a parlé, Marion tout à l'heure a parlé de risques fournisseurs, donc on était dans une logique d'optimisation coût, qualité, délai, de gestion des risques, de ceinture bretelle. Et en fait, ça, bah, c'est à la fois nécessaire pour sécuriser nos entreprises et leur permettre de livrer à leurs clients en mode qualité, délai, etc. Et à la fois, culturellement, c'est très limitant quand on veut changer les manières de faire, quand on veut amener de la facilitation, quand on veut coopérer, quand on veut un peu changer le monde. Et tout l'idée, c'est de se dire bah, comment on va profiter de ce projet pour passer de cette logique d'en haut à une logique d'écosystème client-fournisseur plus intégré, plus solidaire, où en fait on change aussi le rôle de la fonction achat, qui est beaucoup plus un chef d'orchestre, d'animateur de la relation client-fournisseur et qui a maillé plein de fonctions internes à plein de niveaux. Il n'est plus le point d'entrée unique de la relation au fournisseur, mais à plein d'endroits ça maille. Et l'idée c'était de se dire bah, comment on arrive à faire ça en collectif avec plusieurs fournisseurs décolteurs de la vallée de rang 1 et aussi potentiellement avec leurs fournisseurs d'un fournisseur. Et je vais revenir juste après. Si on zoome, quand on a commencé à se mettre à contractualiser avec ce client-là, il y a eu grosso modo 3 phases. Je vais rester macro sur les 3 phases et puis après je plongerai sur chacune des phrases, justement en essayant, et je compte sur toi, Marco, vraiment d'aller me recadrer sur et en quoi la facilitation à ce niveau-là. La première phase, je l'ai vraiment brièvement évoqué, la phase 0, c'est en gros débroussailler le sujet, créer la confiance avec le client, avec la direction achat, définir un petit peu le périmètre et arriver à vendre au comité de direction le 15 décembre 2022 le fait que oui, il faut qu'on lance un projet d'un an et demi de grappe collaborative avec vos fournisseurs. On ne sait pas ce qu'on va y traiter, mais on sait qu'on va embarquer une dizaine de fournisseurs et l'entreprise dans un projet collectif qu'on va accompagner pendant un an. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre des moyens? Et quelque part, est-ce que vous êtes prêt un peu à nous donner carte blanche sur le sujet? Ben, on ne sait pas encore le contenu du sujet qu'on va traiter. Mais on va démarrer une démarche collective, collaborative avec vos fournisseurs pour vous permettre de résoudre vos ambitions 2030. Donc ça, et ce sujet-là, il a été le 15 décembre, on l'a présenté en comité de direction. On a vendu aussi le fait que nous, et c'est un des facteurs de succès, c'est qu'on était un tiers indépendant pour conduire le projet. Donc on était en relation un petit peu neutre. C'était pas l'entreprise, je peux la nommer parce qu'en fait, c'est public, c'est Stobli. Donc plutôt que ça fourche, je vais la poser là. On n'était pas Stobli, donc en fait Stobli était certes notre client parce que c'est lui qu'on a accompagné, mais on a accompagné l'ensemble de cet écosystème, on avait un rôle de. Et donc Stobli a dit bah ok, très bien, on y va, et ce projet, il est dans les 3 priorités de l'année. Première phase. Deuxième phase, la phase 1, ça a été de dire bah, finalement comment on embarque en interne et on décloisonne en interne, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc pour créer de l'adhésion sur ce projet-là, et comment on embarque les fournisseurs. Et cette phase 2 visait jusqu'à identifier un sujet particulier qu'on allait traiter en phase. Pardon, ça c'était la phase 1, bleue. Donc jusqu'à identifier un projet particulier qu'on allait traiter en phase 2 avec un groupe restreint de fournisseurs. Peut-être dire quelques mots sur comment on embarquait sur la phase 1. En fait, le diag qu'on a fait, c'est que déjà les différents services qui potentiellement étaient en lien avec le fournisseur ne communiquaient pas entre eux. Chloé vous l'a dit, vous êtes plutôt sur une fonction supply logistique, d'après ce que j'ai compris. Ben voilà, c'est une des fonctions qui travaille avec les fournisseurs. La fonction achat travaille avec les fournisseurs, la fonction qualité fournisseur travaille avec, la fonction industrialisation. Et en fait, ces gens-là n'avaient jamais pris le temps entre eux de se parler et de partager une vision sur chacun des fournisseurs. Donc le premier gros événement de facilitation, ça a été ça, ça a été de réunir ces gens dans une salle et de partager, de leur faire partager entre eux, d'avoir un alignement sur la vision qu'on avait des fournisseurs. Et dans une logique de dire, finalement, la question qu'on se pose, c'est qu'on a 50 fournisseurs potentiels qu'on pourrait embarquer, aujourd'hui référencés. On ne partira pas avec 50, on partira au mieux avec 25 prioritaires préférentiels un peu plus stratégiques. Comment on les identifie? Donc la première phase, ça a été de créer ce partage de représentation sur qui sont nos potentiels partenaires de demain. Et on a fait une matrice à 2 axes. Un axe qui était plutôt le niveau de la performance, basé sur des indicateurs, qualité, délai, etc. Et un autre axe qui était de se dire, donc le premier est plutôt factuel, et le deuxième, c'est de se dire, mais mettez-vous d'accord maintenant sur savoir si est-ce que vous pensez que le fournisseur, c'est un bon partenaire de demain? Est-ce qu'il a le potentiel? Est-ce qu'il a envie de travailler avec nous?
Et là, la première chose, c'est la première fois que la plupart des équipes étaient dans des réunions transverses facilitées sur lesquelles ils avaient la parole et sur lesquelles en fait chaque parole comptait et qu'il n'y a pas d'enjeu hiérarchique. Et on est arrivé à des choses intéressantes avec des divergences complètes entre moi je pense que ce fournisseur surtout pas, il faut partir avec lui, et à l'inverse, l'autre, oui, il est top. Donc arriver à comprendre aussi pourquoi l'un l'estime très mauvais, l'autre meilleur, et arriver à converger sur OK, finalement on converge sur le fait que oui, celui-là, on considère qu'on ne doit pas lui proposer le projet, ou au contraire, on va l'embarquer. Et peut-être que effectivement, moi, si à mon niveau j'estime mauvais, c'est juste que ma relation interpersonnelle avec mon interlocuteur principal est mauvaise, mais qu'il a plein de potentiel ailleurs. Donc, premier gros événement, c'est de dire comment on partage une représentation sur, en fait, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ont du potentiel ou pas, nos fournisseurs. Et là, de 50, on en a eu 25. Et les 25, on les a conviés à un webinaire pour leur dire, voilà, on va se lancer dans une démarche. On ne sait toujours pas quel sujet on va travailler avec vous, mais on sait qu'on va partir avec une dizaine d'entre vous pendant un an sur un travail collectif. Est-ce que vous êtes prêts à nous faire confiance et à jouer le jeu? Et le prérequis, c'est, si vous êtes prêts, déjà, on va venir évaluer la maturité et la qualité de la collaboration entre Stobli et chacun d'entre vous. Donc, on a fait ce diagramme. Et le 23 mai 2023, on a réuni une centaine de personnes où le but, c'était la matinée. Stobli, donc encore une fois, très hiérarchique, le big boss de la division, est venu présenter la vision 2030 à l'ensemble des 25 fournisseurs qui avaient dit oui, on est prêt à y aller et on a envie d'être un partenaire stratégique de demain. Cette vision-là d'entreprise, la plupart des salariés la découvraient à ce moment-là. Donc là aussi, en termes d'embarquement, les gens qui étaient présents des différentes fonctions internes de Stobli, il y avait tous les niveaux hiérarchiques, découvraient tout ça. Donc on a présenté ça, on a présenté la qualité, les éléments de restitution sur l'étude de la qualité de la relation. Et derrière, pour parler purement facilitation, au début d'après-midi, on a lancé un forum ouvert. On s'est dit, maintenant, vous avez compris quels étaient les enjeux 2030 de l'entreprise. Il y a notamment des enjeux de croissance, donc le gâteau, il va grossir. Donc en fait, il y a pas... le risque, c'est soit vous restez dans une logique 1-1 et on reste dans le niveau de non-performance actuelle, et le gâteau va grossir, et c'est peut-être pas vous qui allez en profiter. Soit collectivement, cet écosystème monte en compétences, et c'est nous qui allons récupérer le gâteau. Et donc là, on a fait un forum ouvert avec une seule question, c'est quels sont les défis, nous, collectivement, que nous devons résoudre d'ici 2030. Avec un principe, c'est que je sois un technicien chez Stobli, que je sois un dirigeant de Stobli, que je sois un fournisseur, en fait, je suis aussi compétent dans les règles du forum ouvert et j'ai la voix au chapitre. Et là, on a identifié une dizaine de sujets qu'on a commencé à investiguer. Des sujets de capacitaire, des sujets de qualité, des sujets de traitement de surface, plein de sujets différents qu'on a commencé à investiguer collectivement. Et là, encore une fois, la puissance de la facilitation, c'est mais moi, je suis technicien, je peux être en parité avec mon directeur général. Ouais. Ah, mais je peux parler d'égal à égal avec mon fournisseur. Ouais. Et puis entre fournisseurs, il y a eu un vrai switch. Quand le premier fournisseur s'est lancé, la première personne qui a parlé dans le forum ouvert, c'est un des fournisseurs, en fait, qui a donné la permission de OK. Moi, je vais partager ce que je pense et je vais être cash, quoi. Et je vais vous dire, pour moi, ce qui bloque aujourd'hui. Donc, premier gros événement là-dessus en mai 2023. Et derrière, un système d'entonnoir, on est arrivé à sélectionner sur ces 10 sujets un sur lequel on allait travailler. Dans le choix du sujet, on a pris soin que ce soit un sujet qui était important des deux côtés, mais qui n'était pas trop spécifique du cœur de métier de chacun et du savoir-faire de chacun. Parce qu'effectivement, je n'allais pas pouvoir travailler à livre ouvert si j'étais dans la spécificité ultra technique qui fait toute la valeur ajoutée de chacun des fournisseurs. Et donc, on a fait le choix de choisir un sujet de traitement de surface. Pour ceux qui ne vont dire deux mots pour rendre le truc plus simple, imaginez, vous avez une pièce métallique. Alors avec mon flou, c'est pas pratique, mais voilà, vous avez un fournisseur de rang 1, un usineur qui va fabriquer cette gourde, on va dire ça comme ça. Et en fait, cette gourde derrière, pour être protégée de plein de choses, de corrosion, etc., elle passe sur un fournisseur de rang 2 qui va mettre un revêtement dessus. On appelle ça un traitement de surface. Donc le choix qu'on a fait, c'est de dire, en fait, ce flux de traitement de surface, il nous pose des gros problèmes aujourd'hui, et si on n'arrive pas à résoudre ça, on n'arrivera pas aux enjeux 2030. Et donc, on a embarqué, donc ça, c'est, si je reviens sur mes slides précédents, c'est le début de la phase 2.
où on est parti avec 10 fournisseurs, usineurs, qui étaient volontaires du coup pour travailler ce sujet de traitement de surface. Et au cours du lancement, en septembre, journée après-midi de travail de lancement, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué carte sur table. On a dit, maintenant, chacun d'entre vous va décrire sa supply chain amont. Voilà, moi je suis le fournisseur X d'usinage et je travaille avec tel et tel traiteur et je travaille avec tel et tel fournisseur de matière derrière. On a posé les supply chains comme ça, ce qui a permis aussi d'identifier quels étaient les fournisseurs de rang 2 à impliquer sur le projet. Et donc on est parti pendant quasiment un an à travailler ce sujet du traitement de surface avec deux groupes de travail. Avec un premier groupe de travail qui travaillait plutôt, je t'ai vu Sylvie, je finis ma phrase, et volontiers après, qui travaillait plutôt sur une résolution technique de problèmes, mais en facilitant tout ça, et j'en dirai 2 mots après. En gros, il y avait vraiment un plan d'expérience à mener pour comprendre pourquoi on avait des problèmes de traitement de surface, de manque de qualité, etc. Donc c'était vraiment un groupe assez technique, avec des AMDEC, avec des plans d'expérience, avec des vraies méthodologies industrielles. Et il y avait un deuxième groupe où ce qu'on a identifié dans cette journée de lancement avec ce groupe-là, c'est de se dire il y a un vrai problème de dialogue et de partage et de compréhension des métiers des uns les autres. Tobli designait un cahier des charges qu'il envoyait à son fournisseur de rang 1, qui faisait comme il pouvait avec, mais sans communiquer avec son client, donc on arrivait avec des aberrations, et lui-même cascadait des exigences au fournisseur de rang 2 sans comprendre son métier. À la fin, ça génère de la non-conformité, de la non-qualité, des délais, etc. Vas-y Sylvie, je t'écoute. Oui, ça m'intéresse, Olivier, que tu nous fasses un retour d'expérience sur comment tu as réussi à embarquer cet écosystème dans le fait de révéler aux autres, enfin concrètement aux concurrents, les fournisseurs de rang 2, parce que c'est quand même une information sensible. Ouais. Qui peut être considérée comme stratégique. Je n'ai pas envie de révéler à mes concurrents qui sont mes fournisseurs de traitement de surface, sauf s'il y en a un ou deux et que du coup c'est un non-débat parce que c'est forcément l'un ou l'autre et que c'est un secret de polichinelle. Mais du coup, ne connaissant pas le contexte, est-ce que tu peux partager là-dessus parce que ça m'intéresse. Je vais même revenir un cran en arrière. C'est qu'après, en fin de projet, quand on a interviewé tout le monde, tu vois, au-delà de comment on les a embarqués même dans la démarche. Ouais. Et finalement, ce que nous ont dit plusieurs des fournisseurs de rang 1, c'est ouais, mais c'est notre plus gros client qui nous appelle. C'est un peu senti obligé d'y aller. Ok. Donc ça aide, oui, c'est sûr. Donc il y a eu un truc comme ça où en fait, et on avait posé ce truc, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais ils sont un peu, pour beaucoup, sentis obligés d'y aller. Okay. Après, quand on parle de facilitation de l'intelligence collective, on pose un cadre. Effectivement, il y a eu plusieurs étapes d'aller-retour. Le fait que Stobli ait partagé, je pense que le fait que Stobli ait partagé vraiment sa stratégie et que c'est les fournisseurs qui aient la priorité, Stobli est allé à un livre ouvert. Potentiellement, ça a amené de l'ouverture. Donc ça a été modélisant en fait. Eux, ils ont montré la voie. Ils ont dit, ok, si eux sont ouverts à le faire, ok, d'accord. Ouais. Et ça inspire la confiance et on y va. Je pense qu'il y a ça. Et puis, quand on a vraiment lancé ce groupe de travail, on a posé un cadre, on a posé un cadre de confidentialité. Donc, on a posé aussi un NDA, un accord de confidentialité, très simple. Il faisait une page de document, donc c'était pas un document juridique comme nos services juridiques savent pas le faire, mais c'était un document très simple qui disait en gros ce qui se passe là reste là. Tout ce qui va être produit, il n'y a pas de propriété, il y a personne qui préempte la propriété intellectuelle de ce qui va être fait. Quoi qu'il en soit, à ce stade, vous êtes 10 fournisseurs sur 25 sélectionnés. Les 10 fournisseurs, vous allez travailler pendant un an là-dessus, mais ce qu'on va faire sera restitué aux 15 autres. Donc l'enjeu de partir, et potentiellement à tous les autres fournisseurs par la suite. Donc en fait, si vous rejoignez la démarche, c'est une occasion pour vous d'être beaucoup plus en proximité et de travailler différent avec votre plus gros client pendant un moment. Et vous avez au minimum 10 mois, un an d'avance sur tous vos confrères qui partent pas là-dedans. D'accord. Et après, pour aller au bout de ta question, on est sur un écosystème très localisé. On est sur des flux de sous-traitance où de toute façon, les rangs 2 doivent être locaux pour des raisons de coût de transport, etc., d'activité. Donc en fait, les acteurs, on les connaît tous. D'accord.
Donc en fait, il y avait pas de vrai truc différenciant de se dire il y a un des fournisseurs secrets qui a une pépite particulière. Ok, merci Olivier. Pour info, Olivier, il reste 5 minutes sur le temps qu'on s'était donné de présentation, mais si on prend les Ok. questions au fur et à mesure, ça élargit le temps. Juste pour vous donner un petit peu on va pas rentrer dans les détails, mais du coup assez rapidement, en fait, on a aussi on s'est dit, mais là, il manque vraiment des acteurs, c'est justement ces acteurs de rang 2. Donc, on a aussi embarqué ces fournisseurs de rang 2. Et en fait, dans le dispositif d'accompagnement, il y a à la fois les deux sujets, les deux sujets, les deux thématiques dont je vous ai parlé précédemment, là, plutôt technique et plutôt relation client-fournisseur, qu'on a abordé en parallèle. Et en fait, il y a eu des moments où on a travaillé dans ces deux sous-groupes de thématiques et on travaillait là-dedans et on restituait avec des restitutions croisées. L'idée étant de se dire chacun des fournisseurs et chaque personne, pour des raisons de ressources, ne va pas être dans les deux groupes de travail. Par contre, on s'assure qu'en fait, il y a suffisamment de diversité dans le groupe de travail 1 et le groupe de travail 2 pour que ce qui va être produit par le groupe de travail 1 soit aussi compris, appréhendé et ne soit pas challengé par le groupe 2. Donc, d'où l'intérêt de travailler en sous-groupe, de restituer à des moments-là, pas pour venir challenger ce qui a été écrit, parce que la compétence est au deux niveaux, mais pour venir compléter ou voir balayer des zones d'ombre éventuelles. Et donc, on a fait ces allers-retours permanents en géométrie variable pour travailler les deux sujets, soit dans deux sous-groupes qu'on a appelés GT1, GT2 à ce moment-là, soit même en éclatant à des moments des sous-groupes sur des thématiques plus particulières. Quand on a, donc avec des restitutions régulières pour s'assurer qu'on avait tout le monde en phase. Et puis, Margot, c'était, je crois, une de tes questions. Je ne sais plus comment tu l'as formulée, mais facilitation versus, comment tu l'as nommée celle-là? Cabinet de conseil. Ouais. En fait, voilà, est-ce qu'on a fait de la facilitation? C'est quoi l'apport c'est quoi la puissance de la facilitation versus c'est quoi la puissance du cabinet de conseil classique? En fait, je dirais on a fait les deux. On a même fait trois choses. On a même fait du coaching. À savoir qu'en parallèle du travail collectif, on avait une méthodologie, notamment ce groupe de travail qui travaillait sur la résolution de problèmes, une méthodologie industrielle de résolution de problèmes, de démarche qualité, etc., de plan d'expérience, etc. Et là, on a adjoint au dispositif des consultants industriels qui apportaient cette rigueur-là, je dirais méthode, et une partie, donc on avait un dispositif d'accompagnement qui avait à la fois des consultants métiers et à la fois des facilitateurs coachs qui étaient dans la logique de garantir l'égalité de parole, l'équité de traitement, le fait qu'il n'y ait personne qui tire la couverture à soi, etc., etc. Donc ça a été un des éléments. Et puis en parallèle de ça, on a aussi mené des accompagnements individuels de Stobli et de chacun des fournisseurs. Accompagnement, alors pour le coup, au côté fournisseur, assez technique pour les permettre de monter en performance. Et côté Stobli, c'était un mix on a à la fois accompagné au changement de culture d'organisation et à la fois accompagné sur des aspects plus consulting achat. Donc, en fait, il y avait les deux. Euh, donc, on a travaillé de septembre à juillet. Et en juillet, si on dit qu'est-ce que ça a permis, en fait, en juillet, on a clôturé tout ça. Donc, les 16 fournisseurs qui sont embarqués ont signé des engagements réciproques avec Stobli. Et on a restitué aux 25 principaux fournisseurs l'ensemble les résultats de la grappe. En fait, tout le travail qui a été restitué là-dedans, et le message c'était, et derrière, en fait, ça va vous concerner vous aussi. Et un des autres facteurs clés de succès, c'est qu'on avait réussi à embarquer là-dedans, là, quand je mets DGE, SNDEC, UITS, c'est qu'on avait, on avait un cofinancement sur cette action de la part de Bercy. On était allé chercher des fonds. Et on avait réussi aussi à embarquer le SNDEC et l'UITS, qui sont les syndicats des usineurs et les syndicats de travailleurs de surface. Donc, on avait aussi embarqué ces gens-là à ce niveau-là pour porter, pour soutenir le projet, pour impliquer, pour qu'eux aussi fassent leur boulot de relais pour impliquer les adhérents sur le sujet. Si on parle en termes de résultats, il y a des choses, nuancées. En fait, il y a eu, pour certains, l'impression que les résultats tangibles n'étaient pas tout à fait à la hauteur de l'investissement. Ça avait pris beaucoup de temps. Et peut-être que si vous êtes facilitateur, voilà, cette notion de résultat versus temps passé, elle est présente. Donc il y a eu un côté on allait mener, en fait, on a aussi bien mené des études quantiques. On est allé nous interviewer, on a passé 2 heures avec chacun des participants de la grappe pour aller recueillir tout ça.
Donc il y a eu à la fois il y a eu ce paradoxe de d'un côté, on est un petit peu déçu de certains des résultats, et d'un autre côté, waouh, on n'a pas envie que ça s'arrête. Parce qu'en fait, on a appris à collaborer entre nous. On a compris en fait quelles étaient sur les trois niveaux de supply chain les difficultés et les attendus des uns des autres. Donc en fait, il y a des trucs qu'on fera clairement différemment. On a redéfini les rôles et responsabilités. Et puis en fait, on s'est surtout aperçu que bosser ensemble et bosser entre concurrents, c'est d'une puissance. Euh, et puis en fait, le fait de travailler sur ce cas commun pour un client commun qui est oublié, ça nous a permis d'être meilleurs pour d'autres clients. Et puis ça nous a permis à mieux nous connaître. Donc on a commencé à faire du business aussi entre nous. Donc il y a eu ce paradoxe de, d'un côté, effectivement, euh, tout ça pour ça, la montagne accouche d'une souris. Il y en a un qui m'a dit, ouais, la montagne accouche d'une souris. Et en même temps, waouh, on a ouvert un horizon qu'on n'aurait jamais cru possible. Et deux exemples pour illustrer ça. Euh, euh, en disant, il y a un premier, c'est qu'à un moment, au départ, c'était organisé soit dans un lieu neutre, soit c'est Stobli, et assez rapidement, en fait, on a été accueillis chez les fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs ont commencé à accueillir chez eux Stobli classique, mais aussi tous leurs concurrents et tous leurs fournisseurs. Et on allait visiter les lignes de production de fournisseurs avec les concurrents. L'autre exemple, c'est au bout d'un moment, il y a un des participants qui nous dit ah, vous savez pas quoi, la semaine dernière, on était sur Paris sur un gros salon. Ah, d'habitude, sur les salons, on s'évite. Bah là, on a pris l'apéro ensemble, on a passé un super moment. On est toujours en concurrence, mais en fait, on s'apprécie, on bosse ensemble et en fait, on a compris l'intérêt. Donc, le vrai résultat de tout ça, en fait, c'est-à-dire on a monté des relations de confiance tout au long de la supply chain et on a compris qu'en fait, ben, soit on restait dans nos modes traditionnels de relations confrontantes qui allait finalement dans lequel on allait s'épuiser, soit en fait on montait en compétences collectivement, et là on allait continuer à être fort, on allait continuer à pouvoir prendre des marchés demain. Ouais, c'est un peu de la synthèse, mais des moments forts, bah, effectivement, l'atelier où on a sélectionné les fournisseurs, cette journée fournisseurs où on a embarqué tout le monde, ça a été vraiment un peu des moments de bascule. Où là, en ayant amené du processus, en ayant donné du sens, en ayant vraiment préparé avec les leaders, on a eu des moments de bascule. Tout n'a pas été rose, hein, embarquer en interne. Ouais, les points de vigilance, c'est ça, c'est comment on a pris beaucoup, beaucoup soin pour embarquer en interne avant de s'ouvrir à l'extérieur, aux fournisseurs, pour choisir des sujets qui étaient des sujets engageants pour tout le monde, mais pas trop concurrentiels, pour définir les rôles et responsabilités avec toute la gouvernance de ça. Et puis, il y a eu des choses plus compliquées. Hein. On l'a dit, hein, la communication fournisseur n'est pas évidente. On a aussi été confronté à des vraies crises sur cette thématique, des vraies crises court terme. Donc, à une confrontation de. On essaie de bâtir l'avenir, mais dans le même temps, sur le même sujet, avec les mêmes interlocuteurs, il y a le feu, quoi. Donc, on a vite fait de retomber dans des travers très descendants, là où on amène des choses complètement différentes. Voilà. Et puis, je crois que ce sera ma phrase de conclusion, mais un schéma que j'aime bien, c'est qu'en fait, je crois que ce qu'on a fait sur ce projet-là, c'est qu'on a développé un circuit de confiance. Et un circuit de confiance, c'est quoi? C'est un cadre protecteur au départ. Le cadre de confidentialité le permet. C'est on fait du partage de représentation en permanence entre acteurs. Du coup, quand je fais du partage de représentation, je me mets à plus voir l'autre que comme un con, mais aussi comme quelqu'un qui a ses propres besoins, ses propres difficultés, ses propres process qui font que. Donc, je me mets à être en capacité d'entendre le point de vue de l'autre. Du coup, en fait, l'autre n'est plus qu'une menace, n'est plus une menace, quoi. En fait, non, il n'est pas juste bête et méchant, c'est juste qu'il a ses propres contraintes. Ça développe la solidarité, ça développe la performance, et puis ça développe la satisfaction et la motivation. L'envie de faire ensemble. En fait, on a permis aux hommes de se rencontrer. Au-delà des fonctions, on a permis aux hommes de bosser et de parler d'homme à homme au-delà de je suis directeur commercial de cette structure, dirigeant de cette structure, ou je suis acheteur, ou je suis. Merci Olivier pour ton témoignage et ton retour d'expérience. Je vous propose qu'on puisse prendre les questions. Donc, si vous avez des questions, ouvrez tout simplement votre micro pour la poser. Et puis, on essaie de se conserver 5 minutes pour conclure sur l'événement, puisqu'on est ensemble jusqu'à 13 heures. Donc, il nous reste 10 minutes. Donc, peut-être 5 minutes de questions-réponses et puis 5 minutes pour conclure.
Ouais. Quelle est la typologie des sous-traitants, enfin des fournisseurs là, qui ont été mobilisés? C'est des petites boîtes, ils sont 5, ils sont 10, c'est des boîtes de 50 J'avais personnes. depuis, Enfin, les plus petits étaient une quinzaine de personnes, les plus gros étaient 200. Donc, mais quand même, avec ta question, elle amène une chose, c'est dans le choix des fournisseurs et dans le choix des interlocuteurs, il s'agissait aussi de travailler. En fait, comment tu fais pour mobiliser des gens dans des structures de petite taille et comment tu mobilises au bon niveau hiérarchique, quoi. Si tu mobilises qu'un dirigeant qui est très loin du terrain, tu ne vas pas au bon niveau. Si tu mobilises que quelqu'un qui est très proche du terrain, tu n'as pas le bon niveau de. Il n'est pas décisionnaire. Il y a une vraie question aussi là-dessus dans le choix des interlocuteurs. merci. Ouais, j'ai une question sur la partie rôle et responsabilité. Donc, dans le groupe 2, c'est vraiment ça qui a été travaillé. Quels outils as-tu utilisé ou même si d'autres ont d'autres idées pour vraiment aller travailler ce rôle et responsabilité pour que la coopération elle soit la plus claire et la plus efficace possible? On est allé sur on a vraiment on est vraiment au départ allé enquêter un petit peu sur où étaient les points de difficulté dans la relation pour vraiment faire cette cartographie globale et identifier en fait les thématiques. Donc, tu avais des thématiques d'expression du besoin, tu avais des thématiques de délai, tu avais des thématiques de non-conformité, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on avait vraiment, derrière, on a même splitté ce groupe-là dans différentes thématiques pour permettre d'aller creuser là-dedans et d'arriver à vraiment écrire ce référentiel tripartite en disant, bah voilà, sur l'expression des besoins, voilà comment ça se passe. Je donne un exemple sur l'expression des besoins, mais je trouve que c'est assez parlant. Je vais enlever mon arrière-plan, parce que du coup, ça ne me permet pas de vous montrer tout est mon arrière-plan. Non, ça ne marche pas. En gros, le client disait qu'il fallait attacher la pièce à cet endroit-là, et tout le monde cascadait ça jusqu'au dernier fournisseur, et le fournisseur a dit, mais moi, si je l'attache là, la pièce, j'en jette une sur deux. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, on identifie là où c'est difficulté, on fait une synthèse de ça, et on identifie des axes très pratiques, très pratico-pratiques. OK, il y a un problème sur comment on exprime nos besoins. Il y a un problème sur comment on travaille sur le délai. Il y a un problème sur. Et qui est responsable de quoi à quel moment. Et amener de la clarification là-dessus. Et puis, ça a été aussi des visites croisées, en fait. C'est incroyable à se dire. En fait, on a levé un serpent de mer qui est présent dans la vallée depuis très très longtemps, c'est que ces gens-là ne parlent pas entre eux. Et les process d'usinage, mais au-delà des process, en fait, la philosophie, les compétences nécessaires par l'usinage, les process sont totalement différents de ceux du traitement de surface et ces gens ne se connaissaient pas. Je réponds à ta question, Chloé. Euh, alors, c'est hyper intéressant. Ma question, c'était plutôt dans la technique. Moi qui démarre sur la partie Ouais. facilitation, dans l'atelier, il y a plusieurs techniques, plusieurs manières de pouvoir amener à la définition des rôles et responsabilités. Là, je comprends que du coup, ça a été plutôt des enquêtes en dehors des ateliers pour savoir où étaient les problèmes, pour que dans les ateliers, vous puissiez adresser. Mais du coup, l'intelligence collective de il n'y a pas eu d'intelligence collective à proprement dit sur rôle et responsabilité. Si, alors tout s'est fait en Alors, deux choses. C'est que ces phases d'enquête un peu amont, elles permettaient nous aussi de collecter et d'anonymiser. Ok. Tu vois, de ces phases individuelles. Et après, du coup, de restituer dans un atelier. Et là, l'intelligence collective a lieu. C'est que là, du coup, par les processus d'intelligence collective classique, d'arriver à partager des constats, identifier des pistes, des leviers, etc. Mais il y avait des phases aussi plus amont de collecte anonymisée pour permettre justement aussi de poser tous les constats sans crainte d'être jugé ou pointé du doigt. Par contre, ouais, et puis beaucoup de régulation en fait. Et c'est une des difficultés qu'on a eu sur le projet, c'est qu'on avait des consultants. Donc moi, j'étais chef de projet là-dessus. J'ai hérité d'une équipe de consultants techniques, très bons consultants techniques, mais très consultants. Et très dans une logique de cible, c'est comme ça qu'on fait au autrement. Et du coup, l'équipe de coach et facilitateurs à côté était dans le tempéré et dans justement avoir des temps de régulation, des temps de prise de recul euh, nécessaires pour pouvoir se parler et pas une logique uniquement de résolution de problème qui aurait servi à rien. Quoi. Enfin, qui aurait résolu le problème, mais qui n'aurait pas créé cette dynamique collective qu'on a créée. Ok. Merci.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Si jamais il y a besoin de creuser, si le Zoom est dispo, moi je peux rester aussi quelques minutes après. Eh ben, je propose du coup qu'on conclue ce temps tous ensemble. Déjà, je remercie encore une fois Olivier que tu aies accepté cette invitation et d'avoir fait ce témoignage sans filtre d'à la fois bah, de tout ce qui a été mis en place, du rôle de la facilitation, de sa puissance, des résultats concrets, mais aussi des difficultés rencontrées. Donc, je te remercie vraiment d'avoir permis ça sur cette semaine de facilitation. Et pour conclure, si on a le temps, mais du coup très rapidement, chacun prend la parole et répond à cette question. Bah, qu'est-ce que cette expérience vous dit finalement de la puissance de la facilitation pour faire le lien avec la thématique de cette année? Voilà, qu'est-ce que ça vous dit de la facilitation, ce retour d'expérience? Donc, c'est Allez, je veux bien. Ah, pardon. Vas-y, Chloé. Pardon. Quelque part, la facilitation, c'est pas forcément que en interne ou dans la transversalité interne, mais qu'elle a quelque part aussi sa valeur dans la relation client-fournisseur. Voilà. Marion? J'en profite pour mettre la caméra parce que je suis enfin arrivée à la maison. Pour moi, du coup, c'est toujours très intéressant ce type de retour parce que quand ça fait plusieurs années qu'on est sur le terrain, on se crée des freins sur certaines habitudes et notamment dans la relation client-fournisseur et ou en interne. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est de se dire, au final, on a répondu à des questions. Ça, la, c'était l'enjeu. Mais c'est aussi, on a créé du lien et on s'est fait confiance. C'est ce que moi je retiens du témoignage, c'est de se dire, au-delà même du questionnement, c'est cette facilitation, elle va permettre de se comprendre les uns les autres et d'être mieux en confiance pour aussi mieux travailler l'avenir et sûrement être plus proactif pour la suite. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Merci. Stéphane? Oui, ben ça ressemble un petit peu. Moi, je retiens, c'est la puissance qui permet de passer d'un écosystème qui est purement commercial et technique à un vrai écosystème avec des relations, quoi. Voilà, on se connaît, on peut partager des trucs, on se fait confiance, et ça demande un peu de temps, ça demande de prendre des précautions. Et tu as dit un peu les précautions, la manière dont vous avez choisi, donc peut-être il y a eu des moments où il a fallu refaire des choix, etc. Et je trouve ça extraordinaire de mettre du liant comme ça à l'échelle d'un territoire. Voilà, c'était un superbe témoignage. Merci beaucoup. C'est une superbe expérience avant de témoigner. De faire des témoignages, je me dis, faut oser quand même peut-être, hein. Moi, ce que je retiens, c'est aussi la facilitation qui a lieu aux deux niveaux, en interne, parce que ça peut amener en fait un changement de culture. Donc ça, c'est quand même très, très, très puissant. Et ça, je pense que les retombées sont aussi significatives, je pense, et tangibles. Et là, je pense que pour le coup, c'est pas la montagne qui accouche d'une souris, parce qu'arriver à des changements de culture, je pense, très tangible. Deuxièmement, je pense que le cadre de la facilitation a permis justement cette montée en confiance et ce travail collaboratif qui n'aurait pas, je pense, pu avoir lieu sans un cadre de la facilitation qui là aussi est un vrai et quelque chose qui permet que des choses comme ça se passent. Et ça, c'est le côté un peu frustrant de la facilitation. Je ne sais plus qui était en formation actuellement, c'est qu'en fait, quand ça se passe bien, c'est un peu comme le patinage artistique, hein. Si ça se passe bien, en fait, de l'extérieur, on ne voit pas forcément je dirais, toute l'expertise qui est nécessaire pour que ça se passe bien. C'est un peu comme une négociation. Moi, je suis directrice achat matières premières. Je négocie voilà, des contrats cadres au niveau global. Quand ça se passe bien, ça a l'air facile et il y a eu beaucoup de travail en amont. Donc voilà, je tire chapeau bas pour en tout cas cette belle expérience et ce partage.
Bah, personnellement, j'ai trouvé cette intervention très intéressante et on voit bien l'évolution qu'il y a eu entre la relation client-fournisseur depuis un certain temps et je trouve que ça, la facilitation maintenant, c'est un sujet qui est voué à être de plus en plus utilisé et pratiqué, je pense, au sein de nos entreprises. Donc j'ai compris que cette facilitation, bah, ça apportait une meilleure collaboration et efficacité au sein des groupes tout en favorisant l'inclusion et la créativité de la part de tout le monde. Et pour moi, je pense que ça me confirmait aussi un peu ce que je pensais sur certains aspects, mais la facilité de l'apport d'une tierce personne sur certains sujets qui permet de sortir de solutions et permet d'ouvrir les discussions et de ne pas rester dans une situation uniquement client-fournisseur ou même en interne avec des clients internes, mais que la tierce personne permet d'ouvrir et de jouer carte sur table, de sortir de la question plus business, pratico-pratique. Et puis aussi enfin forcément le choix on va dire, du sujet ou en tout cas la façon de le présenter, comme toute la partie amont que tu as présentée, qui permet sans l'engagement de tout le monde, que ce soit le donneur d'ordre ou les clients finaux, etc., de pouvoir avoir une chaîne de valeur qui se met en ordre de marche si tout le monde n'est pas incorporé dès le début, quoi. Bénédicte, Mathilde? Ah, on vous entend pas, Mathilde. On va essayer en débranchant. Alors, je vais me permettre rapidement. Alors, votre intervention m'a permis de mieux définir la facilitation, parce que j'ai déjà des expériences de facilitation, mais j'ai assisté aussi à d'autres ateliers ou des lives qui disent que bah, même les facilitateurs ont du mal à définir la facilitation auprès de différents publics. Et votre intervention permet justement de mieux définir la facilitation. Mathilde, on essaie de bricoler via les 06 pour t'entendre. Je t'appelle. Ouais, ok. Ah, si, vas-y. Non, c'est bon, on t'entend en fait. Ah bon, c'est bon? Vous m'entendez Ouais, bien? de loin, mais on t'entend. Ouais, je sais pas ouais, c'est le même problème que tout à l'heure. Euh, Moi, ce que je voulais. Ouais, si tu veux, on peut parler 06. Ce que je voulais dire, c'était que globalement, on voit que c'est des projets qu'il faut mener pour des objectifs long terme. Parce que sinon, ça peut créer des frustrations sur la réalisation d'objectifs plus court terme. Il faut vraiment se dire que c'est des projets de transformation de culture d'entreprise. Il faut le faire pour ça, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi quand on définit vraiment les objectifs. Je me demandais d'ailleurs ce que tu avais présenté comme ROI au début du projet, parce qu'en général, quand on présente un projet comme ça avec des ressources d'une immobilisation de temps, on nous demande un ROI. Donc je me demandais bien ce que tu avais pu donner là-dessus. Mais je me disais que voilà, c'était vraiment des projets où il fallait s'aligner dès le début sur voilà ce que ça veut donner comme résultat et c'est la transformation de fond. Et il faut attendre ça pour finalement se dire que c'est une bonne réalisation. Eh bien, je crois que tout le monde s'est exprimé. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on peut toujours rester en lien grâce au réseau. Donc, si vous voulez poursuivre l'échange, ce sera avec plaisir, que ce soit sur la facilitation ou la relation client-fournisseur. Ce sera toujours avec plaisir.